Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique spéciale élection législative deuxième tour. Vous avez été nombreux à nous demander d'avoir des débats pour ce deuxième tour. Malheureusement, nous avons essayé, mais nous n'avons pas pu puisque la télévision d'État a été choisie pour les débats au niveau de ce deuxième tour. Et nous ne pouvons que le regretter. En tout cas, nous sommes présents, comme à l'accoutumée, sur les élections. Et nous avons notre invité qui nous vient de la première circonscription, puisque dans cette circonscription, il y a un duel, Olivier Servat et Rosan Roseduel. Donc nous recevons Rosan Roseduel. Monsieur Roseduel, bonsoir. Bonsoir Madame Boissé, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Canal 10. Et donc je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir. Rosan Roseduel, donc alors les chiffres. Olivier Servat 43,70% et pour vous 25,05%. Alors quel est votre regard sur ce premier tour des élections? Alors tout d'abord, permettez que je remercie les électrices et les électeurs de cette première circonscription qui m'ont fait confiance, qui ont fait de moi celui qui sera au second tour face à Olivier Servat. Je rappelle que je n'étais pas le favori de cette élection. Olivier Servat avait à ses côtés la machine régionale, avait bien sûr ce vote, légitimiste d'Emmanuel Macron, le soutien d'Emmanuel Macron. Et aussi, il y a eu ce sondage, bidon, qui est apparu. C'est du jamais vu au cours d'une campagne électorale qu'on puisse faire des sondages de notoriété. En général, on fait des sondages d'intention de vote, et là, subitement, est apparu ce sondage de notoriété. Et donc, forcément, Olivier Servat a transformé et a manipulé ces chiffres pour faire comprendre à la population que c'était des intentions de vote et qu'il était à 52% pour ces élections législatives. Malheureusement pour lui, les choses n'ont pas été ce qu'il avait souhaité. Et donc, je suis au second tour de ces élections législatives. Il pensait gagner dès le premier tour. Ce n'est pas le cas. Et donc, nous avons bien résisté à cette machine. Je pense qu'il a fait le plein de ses voix. Nous avons une réserve incroyable de voix sur le territoire des Abis en particulier, mais nous allons également batailler sur Morne-à-l'Eau comme sur Pointe-à-Pitre. Je sais que... Alors justement, que s'est-il passé aux Abis? Est-ce qu'il y a eu une démobilisation des électeurs? Comment avez-vous abordé cette notion? Il y a eu une démobilisation des électeurs sur la circonscription liée à ce sondage bidon, puisque lorsque on laisse entendre que un candidat serait en tête à 52%, alors que c'est un sondage de notoriété. Je rappelle qu'on peut être notoirement connu pour des faits négatifs, pas seulement pour des faits positifs, mais notoirement connu pour des faits négatifs. Carlos est un homme très connu. Vous avez d'autres personnes comme Ibo Simon qui sont très connues, mais qui n'ont jamais gagné une élection. Et donc, vous voyez bien qu'on ne doit pas confondre la notoriété qui peut être une notoriété négative, c'est le fait qu'on parle davantage de celui-ci que avec les intentions de vote. Et donc, dans maintenant les intentions de vote, on remarque simplement qu'il y a quelque part un échec de la part d'Olivier Servat, puisqu'il ne gagne pas au premier tour. C'est ce qu'il avait dit, qu'il gagnera au premier tour. Ce n'est pas le cas. Je suis également au second tour, donc je suis qualifié pour le second tour. Et donc, je me réjouis de cela, et donc je tiens à saluer les électrices et les électeurs qui m'ont fait confiance. Alors aujourd'hui, oui. Ensuite, je voudrais aussi, dans votre introduction, vous l'avez souligné, je voudrais aussi regretter qu'il n'y ait pas un débat entre les deux candidats. Et moi, j'avais souhaité, je vous avais donné mon accord pour qu'il y ait un débat entre Olivier Servat et moi-même sur Canal 10, puisque je considère que Canal 10 est une télévision comme toutes les autres télévisions. Il n'y a pas de petite télé ou de grande télé, il y a des télés. Et donc, en tant que futur parlementaire, je tiens à dire aux téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 10 que je me battrai pour que des télévisions comme Canal 10, qui font le job toute l'année, qui font le sale boulot, entre guillemets, toute l'année, puisqu'il y a des candidats qu'on n'aurait jamais connus s'il fallait qu'ils passent simplement sur la télévision publique. Eh bien, moi, je veux vraiment saluer votre travail, le travail de Canal 10, et vous dire que vous allez trouver en moi un parlementaire qui sera à côté de ce qu'on appelle les petites télévisions. Car c'est vous qui faites le job, c'est vous qui faites le job en grande partie au niveau de la politique locale, au niveau des événements locaux. Et donc, moi, je tiens à dire que je souhaitais un débat
Mais malheureusement, mon adversaire Olivier Servat a refusé le débat parce qu'il considère Canal 10 comme une petite télévision. Moi, ce n'est pas acceptable dans ce pays de Guadeloupe. Et donc, je voulais vous dire également que je suis qualifié au second tour et c'est ce qui est fondamental. Et là, nous allons batailler parce que tous les compteurs sont à zéro aujourd'hui. Et donc, nous allons batailler. Je sais que Servat a fait son plein devoir. Maintenant, je dois mobiliser mes troupes. Maintenant, mes troupes savent très bien qu'il ne peut pas y avoir une confusion entre les intentions de vote et les sondages bidons, à savoir par de notoriété. Maintenant, il n'y a plus de 15 candidats, il y a 2 candidats et nous allons nous affronter sur le terrain. Et je sais que mes camarades militants sont mobilisés pour avoir une victoire samedi prochain. Alors, Rosuel, qu'est-ce qui s'est passé réellement à Marie-Galante? Parce que Marie-Galante, on s'attendait quand même à ce que vous fassiez un meilleur score, surtout qu'on connaît la ligne du député sortant, Éric Jalton. Et alors, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé à Marie-Galante? Non, mais je pense que le score de Marie-Galante est à l'image du score sur l'ensemble de la circonscription. Première chose, Marie-Galante n'a pas beaucoup voté. Deuxièmement, il y a eu cette démobilisation, je l'ai dit, liée à ce sondage bidon. Et ensuite, troisièmement, il faut reconnaître, moi je reconnais que Harry Durimel a fait un travail extraordinaire sur Marie-Galante. C'est quelqu'un qui a été présent. Je rappelle que c'est moi le candidat, ce n'est pas Éric Jalton qui est candidat. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Harry Durimel a déjà été aux élections législatives. Harry Durimel est une personnalité respectée en Guadeloupe. Et donc, moi, je lui tire mon chapeau parce que c'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire au niveau des dossiers de la transition énergétique, au niveau du chlordécone, au niveau du développement durable. Et donc, moi, je veux me baser sur son expertise, sur son expérience à ce niveau-là. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était un peu... Moi, j'avais prédit que Harry Durimel serait sorti en tête à Marie-Galante, puisqu'il avait fait un travail de fond. Je rappelle que je viens aux élections législatives pour la première fois. Ensuite, je viens aux élections législatives, je viens aux élections sur l'ensemble du territoire des abîmes. Ce n'était pas encore le cas. Moi, j'étais aux élections départementales, donc sur une partie du territoire, et je n'avais pas la prétention de penser que tout le monde me connaissait aux abîmes, encore moins à Monalo, encore moins à Marie-Galante et encore moins à Pointe-à-Pitre. Donc il est normal que quelqu'un comme Harry Durimel, voire même Olivier Servat, qui a été aux élections municipales sur l'ensemble du territoire des abîmes, qui a été aux élections régionales, bien, oui, face au bon score. Mais cela étant, je vois bien que même en étant allé aux élections régionales ou aux élections municipales aux abîmes, nous résistons à cela. Et c'est ce qui me permet de penser que nous avons une réserve de voix aujourd'hui qui est là et qui attend de nous un appel, et que lorsque nous allons lancer l'appel, eh bien, nos camarades seront présents. Mais Rosuel, est-ce qu'aujourd'hui, les maires ont une emprise sur leur électorat ou sur l'électorat? Parce que lorsqu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé, notamment aussi à Pointe-à-Pitre, on peut regarder aussi du côté de Petit Canal, on peut regarder dans d'autres communes, au Moule par exemple, on se rend compte que les maires de ces communes n'ont pas eu quitus de leur population ou de leur électorat. Non, je crois que les maires ont toujours un poids politique dans leur commune. Regardez dans quelle situation que nous sommes. Nous venons d'élire un nouveau président de la République qui a été l'artisan d'une recomposition politique au niveau national. Donc tout cela a un impact. Aujourd'hui, il n'est ni gauche ni droite, en même temps il est à gauche et à droite. Je veux dire, on assiste réellement à une recomposition politique. Première chose. Deuxième chose, il y a eu les élections régionales auparavant. Mais lorsqu'on regarde bien au niveau de la Guadeloupe, on voit bien qu'il y a une résistance à tout cela. Je veux dire, aujourd'hui, sur la première circonscription, nous avons bien résisté. Olivier Servat ne me devance que de 1500 voix sur les abîmes. D'accord? Donc aujourd'hui, je sais qu'avec Éric Jalton, le maire des abîmes, nous allons pouvoir reprendre la main et faire la démonstration que nous pouvons rester, maître chez nous, et que nous allons gagner ces élections sur l'ensemble de la circonscription. Il ne faut pas oublier non plus que la gauche était divisée. Il y avait Durimel,
il y avait Georges Germain, il y avait beaucoup d'autres candidats, il y avait ma candidature. Tout cela a pu, j'allais dire, disperser les voix. Et c'est pour cette raison que moi, je lance un appel vibrant à l'ensemble des électeurs. Alors aujourd'hui, comment ça s'est passé concernant les reports de voix, les soutiens? Est-ce que vous avez rencontré les autres candidats sur la circonscription et comment ça s'est passé? Vous savez que je fais des rencontres régulières avec l'ensemble de mes amis. Moi, je n'ai qu'un adversaire dans cette bataille électorale, c'est Olivier Servat. Puisque Olivier Servat représente l'arrogance, la suffisance, des comportements qui ne peuvent pas aller avec un parlementaire sérieux et engagé, déterminé. Et donc, j'ai un seul adversaire, c'est Olivier Servat. Henri Duhamel, nous avons eu des discussions. Il n'a pas souhaité donner de consigne de vote, mais beaucoup de ses amis sont à mes côtés. Je ne veux pas donner de nom pour ne pas créer quelques soucis, mais je sais que beaucoup d'électeurs d'Henri Duhamel vont porter leur suffrage sur mon nom et celui de Sabrina Grèce-Casako. Alors pourquoi est-ce qu'Henri Duhamel n'a pas donné de consigne de vote? Ça, je ne sais pas. Parce que très tôt, dès les résultats du premier tour, dès le samedi soir, il avait dit dans un communiqué qu'il ne donnait pas de consigne de vote. Ça, franchement, je ne peux pas vous dire, mais tout ce que je constate, c'est que même lorsque le candidat d'En Marche arrive en tête, il aurait pu, j'allais dire, par souci, j'allais dire, pour un peu aller dans le même sens, etc., il aurait pu dire, bon, je soutiens telle personne. Il ne donne pas de consigne de vote. Donc c'est quand même un élément important à prendre en considération. Et lorsqu'on ne donne pas de consigne de vote à quelqu'un qui arrive en tête, on se dit, il a certainement quelque méfiance à avoir par rapport à cette candidature. Et Parce qu'en général, les consignes de vote vont vers ceux qui sont arrivés en tête. Vont en général ceux qui sont arrivés en tête. Ce n'est pas le cas. Henri Duhamel dit qu'il ne donne pas de consigne de vote, ce que je respecte tout à fait. Et donc, aujourd'hui, je sais que beaucoup de ses amis, y compris à Marie-Galante et à Pointe-à-Pitre, sont à mes côtés et nous allons batailler pour remporter cette élection le samedi 17. Et pour les autres candidats? Mais vous savez que la Fédération socialiste, vous avez entendu, m'apporte son soutien. Alix Beaufond également m'apporte son soutien. Je suis en contact avec les autres candidats qui, je pense, dans la semaine, devront me rejoindre. Ouais. Alors, ça va se jouer où, selon vous, ces élections? Cette élection va se jouer sur l'ensemble du territoire. Je pense que sur Pointe-à-Pitre, nous allons reprendre la main. Jacques Bongo est au travail avec ses amis, ses collègues du conseil municipal, la majorité municipale. Les associations qui sont à nos côtés sur Pointe-à-Pitre sont au travail. Hier soir, ils se sont réunis et vont reprendre la main. Sur Monalo, je sais que d'autres élus de la majorité municipale qui avaient soutenu, que ce soit Georges Germain ou Henri Duhamel, sont déjà en train de nous rejoindre. Et Marie-Galante, je sais qu'il y a des élus de Saint-Louis, de Grandbourg et peut-être un peu moins de Capesterre, mais en tout cas de Capesterre également, qui vont être de nos côtés. Et donc nous sommes en train de... Vous savez, moi je m'adresse aux électeurs. Je m'adresse aux électeurs avant tout. Je dis aux électeurs qu'ils ont la possibilité, ils ont deux choix. Ils ont le choix à faire le choix entre l'arrogance, entre la suffisance, entre l'intolérance et le choix de l'expérience, de la compétence, de la cohérence dans l'action des politiques publiques. Moi, je veux être ce député qui sera à côté des maires de la circonscription pour les aider dans leurs projets respectifs. Je ne veux pas être un faiseur de maire ou un déchouqueur de maire. Olivier Servat est allé chercher les opposants des mairies, des municipalités concernées. Moi, je suis allé chercher les majorités avec lesquelles je vais travailler, car je veux continuer à mettre de l'ordre. D'accord, pas du désordre. Alors justement, lors du premier tour, Rose Duel, on a pu entendre beaucoup de candidats, mais on a pu aussi se rendre compte qu'il n'y avait pas une parfaite maîtrise du rôle du député et notamment de comment est-ce qu'on puisse élaborer une loi, comment est-ce que la loi, le cheminement d'une loi, d'un projet de loi, comment est-ce que cette loi puisse être réel et comment on fait pour sa mise en place. Donc, aujourd'hui, est-ce que cette population a besoin d'identifier un petit peu plus le travail du député? Parce que certains disent, bon, c'est pas la peine, c'est trop technique, etc. Ou est-ce que cette population a besoin simplement de faire confiance à un homme? Je crois que s'il y a aujourd'hui un taux d'abstention aussi important, c'est parce que
un certain nombre de candidats s'amusent à confondre les élections régionales, les élections présidentielles, les élections municipales de 2020. Moi, vous savez, je suis enseignant à l'université depuis 26 ans. Je suis maître de conférence à l'université. Lorsque je m'exprime dans un micro, je me dis que j'ai certainement des étudiants qui sont dans la foule et qui m'entendent. Et donc, je ne veux pas donner l'image d'un homme sérieux sur le campus, et ensuite l'image d'un homme qui ne sait pas très bien expliquer les choses ou qui ne sait pas faire les choses convenablement. Moi, je fais de la pédagogie. Et lors de mes conférences, tout d'abord, j'expliquais le rôle du député. C'est la première partie de mon discours. Ensuite, j'expliquais quel député que je veux être avec cette majorité présidentielle, plurielle, dans laquelle je souhaite participer. Et ensuite, quels sont les projets transversaux. Et ensuite, je déclinais mes projets au niveau de chaque commune de la circonscription. Et donc, mes discours ont toujours été comme ça. Parce que je veux faire de la pédagogie. Je préfère échouer, ne pas réussir une élection, mais je ne veux pas gagner une élection sur la démagogie. Je ne veux pas gagner une élection sur le mensonge. Je ne veux pas gagner une élection sur des tracts où j'attaque les gens. En Zabim, il y en a eu beaucoup. Hein. Je laisse ça à leurs auteurs. C'est de la bassesse, c'est de la petitesse. J'ai été attaqué, mon épouse a été attaquée, ma mère a été attaquée. Je trouve ça insupportable au niveau des abîmes et en particulier le chauffeur. Il n'y a pas qu'aux abîmes, on sait que ces pratiques-là continuent. En particulier le chauffeur d'Olivier Servat qui en est l'auteur. Et vous prenez vos responsabilités. Bien sûr, mais je prends mes responsabilités. Olivier Servat marche avec quelqu'un dont je tairai le nom, qui lui est l'instigateur de l'ensemble des tracts qui circulent aux abîmes. D'accord? Et je vous le dis. Et il sait qu'il se reconnaîtra. D'accord? Et voilà ce type de parlementaire qu'Olivier Servat veut devenir. Marcher sur tout le monde, être arrogant avec tout le monde, être suffisant, penser qu'il sait tout et qu'il va écraser tout le monde, ce n'est pas Rosan Rosduel. Moi, je veux travailler, être humble, prendre de la hauteur, faire preuve de maturité politique. Et donc, je ne veux en aucun cas rentrer dans les bassesses et les petitesses. Ce n'est pas dans mon tempérament, ce n'est pas dans mon fonctionnement ni dans mon éducation. J'ai une formation de sociologue, je veux donner l'exemple à la jeunesse, donc j'ai cette jeunesse-là en main. Vous comprenez, je suis enseignant depuis 26 ans, je rencontre des jeunes, des centaines de jeunes, je ne veux pas leur donner l'exemple de quelqu'un qui dirait n'importe quoi. Je ne peux pas dire n'importe quoi aux gens parce que je suis un enseignant. Et donc je respecte ma fonction et moi j'invite, puisque Olivier Servat est également enseignant, je l'invite et je lui demande d'inviter aussi ses amis à faire preuve de maturité politique. Parce qu'on n'est pas dans un combat de coq, on est dans une élection législative. Et il s'agit d'expliquer le rôle du parlementaire et non pas de faire la confusion avec ce qu'on a fait à la région. Parce que sinon, j'aurais pu le faire avec tout ce que j'ai déjà fait sur le territoire des Abîmes. Alors le rôle du parlementaire, mais surtout ce que le parlementaire peut faire dans le cadre de ses compétences ou pas. Et c'est vraiment ce qui a, à mon sens, un peu manqué lors de ce premier tour des élections. Alors, quelle est, selon vous, la difficulté pour justement rester dans le cadre du rôle du parlementaire? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment à dire et il faut peut-être mettre un peu plus, ou est-ce qu'il faut vraiment faire de la pédagogie sans être trop technique et montrer le rôle de proximité du député? Comment faire cette gymnastique, surtout pour être compréhensible au niveau de son territoire? Tout dépend de l'objectif poursuivi. Si on veut gagner à tout prix, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se met à semer des tracts, on se met à mentir, on se met à dire n'importe quoi, on se met à confondre élections régionales, élections municipales, élections présidentielles. On dit qu'on a eu Macron téléphone avant-hier, on pourrait même dire qu'on a eu le soutien du pape François. Je veux dire, on est capable de dire n'importe quoi. Et c'est ce qui est grave dans notre société. C'est de voir qu'on ne fait pas attention et on ne fait pas de la pédagogie pour dire à nos électeurs que nous, on vous respecte. Et comme on vous respecte, eh bien, on veut vous proposer une pédagogie, un enseignement, un savoir. Et c'est ce que je fais tous les jours dans mes conférences. Je dis à mes électeurs, voilà quel est le rôle du député. Voilà ce que je suis en état de faire. Voilà comment je vais me positionner dans cette majorité présidentielle. Voilà quel dossier que je vais porter.
Alors justement, pour parler de majorité présidentielle, on a vu que Emmanuel Macron est en pole position. On parle de raz-de-marée, on parle de tsunami, on parle de... Il y a beaucoup de termes forts qui sont utilisés. Alors comment essayer de se démarquer face à un candidat en marche? Mais écoutez, c'est très simple. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je serai un parlementaire engagé à côté d'Emmanuel Macron. Un parlementaire parce que je veux être constructif, je veux participer aux réformes, je veux aider Emmanuel Macron à réussir la France et à réussir la Guadeloupe. Mais je serai également un parlementaire vigilant. Vigilant lorsqu'il s'agira de toucher aux plus faibles. Vigilant lorsqu'il s'agira de toucher au code du travail. Vigilant lorsqu'il s'agira de parler de nos aînés, de nos jeunes, des plus vulnérables, de nos personnes en situation de handicap. Et là, je serai vigilant. Parce que je ne veux pas qu'on puisse, j'allais dire, toucher à nos acquis sociaux. Oui, bien sûr, je veux qu'il y ait de la fluidité, je veux qu'il y ait de la flexibilité, je veux qu'on donne à l'entreprise une certaine liberté, mais je ne crois pas non plus à un marché tout azimut. Je ne crois pas non plus à une concurrence effrénée. Il faut trouver l'équilibre entre la flexibilité que nous donnons aux entreprises qui créent des emplois, mais en même temps, il faut trouver avec la sécurité des salariés. Et donc, c'est sur cet équilibre-là que je veux qu'on trouve. Et donc, la différence qu'il y a entre Olivier Servat et moi-même, c'est que moi, je serai un parlementaire constructif et vigilant, alors que lui, il sera un parlementaire godillot. Donc, est-ce qu'on peut dire quand esclave même que vous siégerez si vous êtes élu avec le PS? Je vais siéger avec des écologistes, des progressistes, celles et ceux qui veulent faire partie de cette majorité plurielle, puisqu'il s'agit d'une majorité plurielle. Je rappelle qu'il y a le MoDem, qu'il y a la République en marche, qu'il y a d'autres certainement groupes politiques qui vont rejoindre Emmanuel Macron. Je me situe dans cette mouvance-là. Je ne vais pas être dans le groupe de la République en marche, puisque je ne suis pas membre de la République en marche, mais je vais être avec des socialistes éventuellement, des écologistes, des progressistes, des démocrates, c'est ceux qui veulent faire partie de cette majorité présidentielle. Donc je vais participer. Alors ce ne sont pas réellement des opposants, c'est juste un groupe je ne serai pas, à part. Je ne serai pas un opposant au gouvernement parce que je veux que la France réussisse. Je veux aider Emmanuel Macron à réussir. Il n'est pas question pour moi d'être dans la contestation permanente, mais il est question pour moi d'être constructif, mais en même temps d'être vigilant, parce qu'il s'agit de réformes. Et donc les réformes qui iront dans le bon sens, je saurais dire oui, et je vais applaudir ces réformes-là, je le dirai publiquement. Mais les réformes qui iront dans le sens contraire de l'intérêt de la Guadeloupe, de l'intérêt de l'outre-mer, est-ce qu'il est acceptable qu'on puisse continuer à avoir autant d'inégalités en Guadeloupe? Est-ce qu'il est acceptable qu'on puisse continuer à avoir un taux de chômage aussi important? À ce moment-là, il faut qu'il y ait un député qui sache, qui puisse ouvrir sa bouche pour taper sur la table et pour dire à Emmanuel Macron, pour dire au gouvernement, ce n'est plus acceptable que nous ayons 30% de taux de chômage. Ce n'est plus acceptable que nous ayons des criminels à 14-15 ans en Guadeloupe. Donc il faut prendre des mesures urgentes par rapport à cette situation. Et moi, je serai cette voie-là. Mais quelqu'un comme Olivier Servat, qui est dans la majorité présidentielle, mais lorsque la majorité dira, on va dans tel sens, il ne pourra pas dire le contraire. Lorsque la majorité dira, vous allez dans l'autre sens, il ne pourra pas dire le contraire, parce que ça sera un parlementaire godillot, esclave d'un parti politique. Et moi, je ne veux pas être celui-là. Je veux être un parlementaire constructif, mais également vigilant sur les réformes que nous avons à mener. Si vous devez porter 2 propositions de loi, ce seraient lesquelles? Première chose, je veux porter un amendement au projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale sur l'école. À savoir, première chose, qu'on puisse diviser le nombre d'enfants par 2 dans les salles de classe, à savoir porter le nombre à 12. Emmanuel Macron propose que ce nombre d'élèves soit réalisé dans les zones éducatives prioritaires. Moi, je veux que la Guadeloupe soit érigée en zone éducative prioritaire. Donc, il y a une différence. Je veux qu'on puisse porter le nombre à 12 et ensuite, bien sûr, que ça soit sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe parce que je veux que la Guadeloupe soit érigée en zone éducative prioritaire parce que je considère que nous avons pris trop de retard sur le plan social, trop de retard sur le plan économique. Première chose. Deuxième chose, la retraite à 900 € tout de suite parce que nos aînés vivent dans des situations, j'allais dire, plus que difficiles. Nos aînés souffrent dans le silence et ils ne disent rien parce qu'ils ont leur dignité. Et moi, je veux
dire à nos aînés que je serai leur porte-parole. Et donc, je veux qu'on puisse très rapidement, j'allais dire, faire en sorte qu'on puisse avoir ça. Troisième chose, les prix des billets d'avion. Est-ce qu'il est acceptable qu'on puisse continuer à payer des billets d'avion à 600, 700, voire 1200 euros en Guadeloupe? Non, ce n'est plus acceptable. Nous devons, et le gouvernement français doit prendre en compte la continuité territoriale. Le principe est acté dans le programme d'Emmanuel Macron. Maintenant, il faut aller au-delà du principe, il faut l'acter réellement. Et donc, que nous puissions bénéficier, comme la Corse, d'un certain nombre de subventions, d'aides au déplacement, pour que nous puissions plafonner le prix du billet à moins de 500 euros. À moins de 500 euros. Et ensuite, quatrième mesure que je propose, des mesures d'urgence, c'est le retour du service militaire adapté d'1 an obligatoire pour tous les jeunes déscolarisés. Un jeune qui a 15 ans, qui a 16 ans, qui ne peut plus aller à l'école, qui ne va plus à l'école, qui n'a pas de projet personnel ou de projet professionnel, alors que l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, eh bien, doit pouvoir faire le service militaire, d'une part pour le resocialiser et d'autre part pour qu'il ait une formation adaptée au contexte local. Rosan Rosuel, quelles sont les qualités qui font de vous un homme différent et qui feront de vous un bon député? Je pense que, fort de l'expérience que j'ai avec la jeunesse, puisque je suis enseignant à l'université, fort de l'expérience que j'ai en politique depuis 1995, de mes mandats successifs, fort des dossiers importants que j'ai eu à gérer, à savoir la rénovation urbaine des abîmes, l'aménagement de l'espace communautaire sur Cap Excellence, c'est moi qui ai mis en place le schéma départemental de l'intercommunalité, le plan pluriannuel d'investissement que je gère aujourd'hui à plus de 300 millions d'euros. Je pense que, fort de cette expérience, je pense que je peux avancer la compétence, l'expérience, le sérieux, celui qui a supporté des dossiers importants, et aussi, j'allais dire, la sérénité. Nous avons besoin de sérénité, d'apaisement dans notre société. Je ne suis pas un agité. Je suis quelqu'un de calme, de serein, d'humble, fait preuve de maturité. Alors on peut être calme et dynamique. Bien sûr, mais c'est le cas. On peut être calme et efficace. On a besoin de l'efficacité. Et donc tout cela me différencie de mon adversaire. Alors vous avez juste le temps de dire quelques mots aux électeurs de cette première circonscription. Mais je voudrais tout d'abord remercier les électeurs qui m'ont fait confiance dès le premier tour, leur dire que vraiment je compte sur eux, sur leur mobilisation. Je sais que nous avons beaucoup de boulot à faire, je sais que nous avons beaucoup de défis à relever. Je dis aux électeurs de la première circonscription, de Morne-à-l'Eau, de Pointe-à-Pitre, de Marie-Galante et des Abîmes, que je veux être leur député. Leur député, non pas pour venir devant vous et vous dire demain que je vais être maire des Abîmes, non, je veux travailler avec l'ensemble des maires de la première circonscription. Je veux dire aux citoyens, à mes citoyens, à mes concitoyens que l'heure est grave, qu'il y a des défis à relever. Le défi du vieillissement, le défi du handicap, le défi de la transition écologique, le défi du développement économique, de l'emploi. Nous avons des défis à relever. Et donc nous devons prendre au sérieux ces élections législatives. Et compte tenu des enjeux que je viens d'évoquer, je vous demande de me faire confiance et de faire confiance, j'ai dit, à l'excellence, ce vers quoi nous voulons tendre avec cette circonscription. Et donc, je demande aux Guadeloupéens de se rassembler autour de ma candidature avec Sabrina Gares-Casako pour que nous puissions faire en sorte que cette circonscription aille vers l'excellence et donner l'exemple. Merci Rosan Rosuel. Merci.